Nous sommes toujours en direct sur Radio RBS. Vous écoutez Sceptique, l'émission qui creuse, qui doute, qui questionne. La nature semble aujourd'hui devenue indispensable au récit urbain. On sent qu'il y a un vrai besoin de ralentir et de retrouver des espaces plus respirables. Mais peut-être que le vrai sujet commence précisément ici. Est-ce qu'une ville plus verte est forcément une ville transformée en profondeur, ou est-ce qu'on apprend juste à la rendre plus supportable ? Florence, dans tes travaux, tu parles un peu de sensible, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est signifié par ce terme ? Déjà, sensible, ça évoque les sens, ça évoque la perception, les perceptions certainement. Et juste pour revenir aussi sur la question de la nature, de la place de la nature en ville, et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette pulsion, parce que je pense qu'on était plutôt dans la dimension pulsionnelle de la ville, des rythmes urbains finalement. Tout à l'heure, quand on évoquait cette déambulation, ces rencontres, cette dérive, cet arpentage, cette espèce de nomadisme, je pense que disons que la question de l'écologie urbaine ou de la nature en ville, telle qu'on l'entend justement dans les revendications écologistes, c'est peut-être aller un peu à contre-courant de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire au sens de se poser, au sens de s'arrêter. Et peut-être pas justement de s'arrêter nécessairement dans des petits ni douillet, mais de s'arrêter par exemple à l'extérieur, mais avec un autre rapport peut-être moins minéral et plus végétal à la ville. Je pense notamment au jardinage, à l'agriculture urbaine, tout ce qui se développe autour de l'écologie urbaine, avec remettre le retour à la terre, remettre les mains dans la terre, dans l'eau, que les enfants jouent dans l'eau, nager dans les rivières s'il y en a, se réapproprier des espaces qui, en tout cas, qui pendant longtemps figuraient plutôt le hinterland des villes, la nature, la campagne, enfin tout ce qui n'était pas finalement de l'ordre de l'urbanité. Et pour revenir à ça, je pense que ce sensible, c'est peut-être aussi convoquer des expériences d'enfance, des expériences aussi une forme peut-être justement presque de retour au végétal, à quelque chose qui serait un peu infra-humain, infra-culturel, enfin de se retrouver dans un autre type d'être et de rapport au monde. C'est peut-être, oui, justement, s'arrêter. Et ça renvoie avec... parce qu'il y avait aussi dans cette invitation, qu'est-ce que l'art peut faire à la ville ? Et je pense qu'il y a en tout cas, il y a des propositions artistiques très différentes. Il peut y en avoir de celles dont parle Thierry, qui seront... En tout cas, que moi, qui pour moi résonnent plus comme quand même de l'ordre un peu de l'extase, de sortie... Enfin, de transcender effectivement le quotidien, la fonctionnalité, être dans des formes un peu méta, hein. Et à l'inverse, je dirais à l'opposé, mais pas dans le sens de contradictoire, mais des formes qui finalement ressemblent à ça, mais qui sont presque aussi d'une transgression, au sens qu'on sort aussi un peu de notre état d'humain en revenant finalement à des formes d'existence qui en tout cas, en ce qui concerne dans notre historicité, sont finalement plus de l'ordre, de quelque chose dont on sait que ça existait, mais qu'on a finalement très peu expérimenté. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas, par exemple, ça se fait pas à Strasbourg, mais se mettre nu dans un parc, ça se fait à Berlin. Aller nager nu dans de l'eau d'une rivière. Bon, par exemple, dire ça à Strasbourg, on se dit, voilà, moi je me souviens d'une fois, je m'étais allongée
près d'un immeuble où il y avait de l'herbe. J'avais envie de m'allonger. Et il y a un homme qui s'est approché et qui pensait qu'il y avait un cadavre. Il avait dit « Excusez-moi, mais j'ai cru qu'il y avait... » Voilà. Parce que c'était tellement insolite que moi, je m'allonge là parce que j'avais envie de m'allonger, de sentir la terre et l'herbe. Et je me suis dit « Flûte, je m'allonge, quoi. » Et je pense qu'il y a aussi de cet ordre-là, de vraiment déconnecter avec quelque chose d'attendu de la ville. Et on peut en parler d'un point de vue artistique aussi, mais d'un point de vue sociologique également. Ce rapport à la terre et vraiment à la nature, tu parlais du fait que tu avais envie de toucher de l'herbe. Comment on peut expliquer ce besoin de reconnexion à la nature et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être le désir de enfin, c'est sans doute un désir aussi assez érotique, et c'est le désir peut-être d'un certain dépouillement. C'est-à-dire, quand on parle de sobriété, plutôt volontaire qu'involontaire d'ailleurs, puisque c'est plus drôle volontairement d'être sobre plutôt qu'involontairement. Mais je pense qu'il y a autant on peut être hyper équipé techniquement, et c'est aussi un rapport à la matière, et c'est aussi, je pense, très, très stimulant, parce que voilà, on est dans quelque chose, dans une dextérité, notamment tout à l'heure on parlait du numérique, des gens qui sont hyper connectés, qui savent faire plein de choses avec des technologies, et d'autres au contraire qui vont être finalement qui vont plutôt se griser d'être dans une espèce de nudité. Et je pense que ça renvoie vraiment à... il me semble que ça renvoie vraiment à quelque chose de l'expérience de l'enfance, et puis peut-être aussi une forme de rapport au vivant, se sentir vraiment vivant, une forme de vulnérabilité qui est aussi au cœur du vivant. Je pense que... après, moi, je parle aussi, c'est très subjectif, hein, mais... je pense c'est sans doute, dans ce qu'il y a pour moi de plus douloureux dans la ville, c'est justement cette forme de privation finalement de choses très simples et tellement évidentes, mais qu'on a à la limite, on peut être hyper excentrique, mais en fait on peut pas être juste là, à moitié nu, les jambes dans l'eau et simplement regarder le ciel parce qu'il y a des nuages pas possibles. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça aussi à Strasbourg et sans qu'on soit pris pour fou et emmerdé, quoi. Alors qu'on peut se balader de façon hyper excentrique, qu'on peut aller faire des trucs incroyables, mais ça c'est complètement inimaginable. Et juste pour terminer là-dessus, moi je me souviens, parce que tu disais des choses qui ont existé même sans les avoir vécues. Moi j'ai vécu un truc extraordinaire, c'était la fièvre de 1518 avec Tompkins et Rodolphe Burger. On a dansé 3 heures sur le parvis de la cathédrale. Je ne sais plus quel soir c'était en juin. Il y avait la lune qui montait, il y avait un ciel. Et moi j'ai dansé, je faisais partie de ces, je ne sais pas combien, je crois qu'on était 90, et après tous les gens autour nous ont rejoints. Mais il y avait d'abord cette performance pendant 3 heures, en 3 temps, à 30 personnes, puis 30, puis 30. Et c'était pour moi quelque chose d'extrêmement puissant. Et en fait, oui, c'est des choses qui me touchent nettement plus peut-être que d'être dans des trucs complètement délirants, avec une musique incroyable, avec des performances incroyables. Voilà. Mais après, je pense que pour revenir aux sensibles, ça dépend sûrement de la sensibilité de chacun. Mais du coup, Thierry, c'est des choses, cette reconnexion à notre essence et ce regard enfantin. Est-ce que, justement, comment l'ososphère traduit cette approche sur la ville et quel est en fait le regard que veut donner l'ososphère à la ville ? Et est-ce que c'est quelque chose qui se veut pérenne ou c'est par édition quel est le regard là-dessus ? Alors déjà, encore une fois, nous on
nous sommes ni des experts, on n'a pas de théorie, hein. On fabrique des situations. Nous fabriquons des situations en essayant. Ces situations sont certes écrites, mais nous essayons qu'elles soient surtout vécues, que ce soit surtout une expérience, et que du coup la manière de la fabriquer permette qu'il y ait des tas de choses qui se passent. Et le fol espoir, c'est que quand on a vécu un moment d'ososphère, on en ressorte avec un regard augmenté sur ce qu'on vit au quotidien, et surtout, par exemple, l'envie de regarder, parce que pour moi, c'est peut-être le premier geste. Et de se dire aussi, alors bon, ça s'éloigne un peu de la question, mais je pense qu'il y a aussi un sujet qui est que la disponibilité, je ne suis pas certain que ça suffise. C'est-à-dire qu'en fait, la nature en ville, il y en a très accessible à Strasbourg, hein. Quand on est quartier-gare, on passe sous l'autoroute, de l'autre côté, à vélo, c'est 5 minutes, à pied, un quart d'heure, on est dans la pampa, on est au milieu des arbres, etc. On est au milieu de la flotte, c'est tout le parc naturel urbain. Mais en fait, on voit que ça ne suffit pas. Et j'irais même plus, on a expérimenté... c'est un quartier très étrange, il y a beaucoup de nature, parce qu'il y a des talus. Les talus de l'autoroute, les talus de la voie de chemin de fer, ce qui fait qu'il y a toute une faune, une flore. Il y a évidemment des rats, mais il y a évidemment aussi il y a des rapaces, il y a des hérons. Je peux vous citer 2 hérons qu'on voit à moins de 5 minutes à pied de la laiterie, donc j'ai 3 minutes à pied. Enfin voilà, etc. Et donc, ils ont des petits noms, c'est pour ça que tu dis que tu peux nous les citer, c'est ça ? Non, mais je sais où ils sont. Puisqu'ils reviennent à peu près assez souvent au même endroit, quoi. Il y avait une installation sur Ososphère qui était faite à base de caméras détournées de caméras de surveillance comme ça, et qui montrait tous les hérons de Strasbourg, toute la faune qui vit en ville avec nous, et qu'on ne voit pas évidemment, avec un instant de poésie dans cette installation qui est que au milieu de ces caméras, à un moment, le champ était traversé par une personne des services d'entretien de la ville sur son petit tracteur John Deere, et c'est impressionnant le nombre d'espèces animales différentes, dont certaines, quand on les voit, ça semble assez spectaculaire, etc. Bon, tout ça pour dire que finalement c'est là. Et on pourrait dire que ça suffirait que les choses soient là. Il y a un parc, il y a un jardin que nous avons réouvert avec l'Ososphère au cœur du site de la laiterie. Et les gens pensaient qu'il y avait un gros arbre derrière une barrière. Mais en fait, il n'y a pas un gros arbre, il y a 8 tilleuls. C'est un jardin. Ce jardin, il a une histoire. Et étrangement, ce jardin, il est juste là, mais il n'est pas habité. Il n'est pas, même en période de Covid, les gens qui avaient l'usage possible de ce jardin n'y allaient pas. Alors, et même c'est un îlot de fraîcheur remarquable, et même en canicule, les gens n'y vont pas. Florence, tu penses que c'est lié à quoi ? Oh là, c'est marrant parce que c'est pas parce que je suis sociologue que je peux te dire ce que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on projette sur les sociologues. Dis-nous la vérité. Pourquoi les gens n'y vont pas ? Il y a peut-être une barrière ? Non, il n'y a pas une barrière ? Non, je parle de ce qui est accessible. Mais en fait, non, je rigole. En fait, plutôt que pourquoi on n'y va pas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer comme situation qui fait que ça existe, que ça stimule, que ça propose cette possibilité de... parce que nous, depuis là où nous parlons avec Ososphère, nous ne sommes pas capables de dire pourquoi les gens n'y vont pas, ou pourquoi, et moi-même, pourquoi est-ce que j'y vais pas, et pourquoi est-ce que je fais pas ceci ou cela, ou déjà je suis pas capable de l'expliquer pour moi-même. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, et c'est là où le geste artistique, encore une fois, parce qu'il propose, il y a 2 choses, c'est qu'il propose des expériences, des clés de perception, ça c'est vraiment pour moi un élément très important, et je pense que dans la résonance, ça c'est une chose qu'on a traversée, dans la résonance qu'il y a entre quelqu'un, une personne et une situation, un lieu, le geste artistique qui permet une triangulation qui justement active cette résonance, la fait vivre, l'amplifie,
et permet qu'on fasse peut-être ce petit pas de côté, ce geste, ce non-geste qui est de s'arrêter, ou de venir fabriquer quelque chose avec quelqu'un d'autre à cet endroit-là, cette conversation. Voilà. Ou qu'on aille enfin voir les ronds de Strasbourg, quoi, enfin. Non, mais c'est vrai que je crois que la question de la situation est très importante. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Peut-être parce qu'effectivement, déjà, personne n'y va. Donc, ça suppose déjà c'est pas visible, ça fait pas événement. Et c'est vrai que les situations, c'est quelque chose d'important, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a comme une convocation parce qu'il y a un événement qui interpelle. Après, il y a aussi... c'est pas non plus nécessaire d'aller partout. Je pense que ça aussi, c'est-à-dire que des vides, c'est aussi hyper important, quoi. Des vides ou des espaces qui sont justement moins traversés, qui sont moins invitants. Alors c'est ça qui est intéressant dans les performances, c'est-à-dire ça peut être un moment, on les révèle, mais c'est pas pour autant que ça devient un lieu qui va être pratiqué régulièrement qui va être vraiment pratiqué. Et ça, je trouve que c'est important. Et on arrive déjà au terme de la deuxième partie. C'est le moment du clin d'œil des invités où on vous propose de nous partager une petite recommandation culturelle ou un article, un livre, un film. Florence, à toi l'honneur. Voilà, moi je nous invite à nous rendre à Karlsruhe, au ZKM, Zentrum für Kommunikations- und Medien. Et le 10 juin un soir, il y aura une rencontre avec des performances autour de justement sciences et arts. Moi, je viens de terminer 10 ans de projet qui s'appelle Climability, qui accompagne donc les entreprises et les sites industriels et les villes en déprise par rapport au changement climatique. On a travaillé avec des artistes de la Hochschule de Offenburg. Et notamment, c'est un peu un moment aussi de restitution de ce qu'on a fait. Et c'est l'occasion de passer la frontière, d'aller à Karlsruhe, d'aller au ZKM, donc le 10 juin à partir de 18h pour ce moment d'échange, de réflexion, de performance autour de sciences et arts. Merci Florence. Thierry, à toi de nous dire. Alors moi, je vais faire le malin. Et moi, je vous propose de lever le nez et de converser avec qui vous voyez. Voilà, je vous propose ça comme expérience ou comme recommandation culturelle ou sensible tout du moins, et de ne pas prendre le même chemin. Très bien. Par exemple, si vous venez 15 fois de suite à la laiterie dans les 2 prochains mois, prenez 15 chemins différents. On y pensera. On attend vos retours en tout cas sur Sceptique. Merci chers invités, Florence, Thierry, d'avoir été avec nous et d'être venus discuter dans Sceptique en direct sur Radio RBS. Merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous aussi et surtout d'avoir laissé vos certitudes au vestiaire. Si vous ressortez avec plus de questions que de réponses, c'est normal. Ce soir, on n'a pas eu le dernier mot. On se retrouve le mois prochain, premier jeudi du mois, même heure, même fréquence, sur les ondes de Radio RBS 91.9 FM ou sur radio-rbs.com partout dans le monde de 20h à 21h. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, YouTube et sur les plateformes d'écoute sceptique.émission. La suite du programme vous emmène du côté des paysages californiens et de guitares mélancoliques. Dans un instant, Issam Matlouti vous propose un voyage à travers le folk indépendant dans Une voix sur le pavé. Et avant de se quitter, on prolonge notre escapade en nature avec Rain Dance de Thames et Dave. Vous êtes toujours sur RBS, c'était Valentina Lequintrec et Sceptique, l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain.